Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Franck Perret. Je suis ingénieur d'études en électronique. Je travaille au laboratoire environnement, ville et société, qui est près de Lyon. Et je travaille sur la plateforme technique OMEA, donc observation, mesure des environnements actuels et anciens. Dans cet exposé, je vais vous parler d'un développement technique qui a été fait dans le cadre du projet CHIPO, qui a été financé par l'Agence de l'eau. Donc, on a développé une centrale d'acquisition environnementale open source, robuste et connectée, basée sur la carte MKR Arduino. Donc, pour le sommaire, je vais vous parler des objectifs du projet CHIPO. Donc, ce sera le cahier des charges qui nous avait été présenté par l'Agence de l'eau. Après, le choix des cartes Arduino. Donc, c'est pour le choix des supports sur lequel on allait travailler, donc le type de microcontrôleur, le type de carte de développement qu'on allait utiliser. Ensuite, on a fait un développement technique pour pouvoir utiliser cette carte Arduino qui a été sélectionnée. Sur ce développement technique, on a mis un interrupteur électronique. L'interrupteur électronique, le but, c'était de réduire la consommation d'énergie. Lorsque, dans une station environnementale, lorsqu'elle fonctionne plus, lorsqu'elle est exposée sur le terrain, une bonne partie du temps, elle est à l'arrêt. Donc l'idée, c'était de couper l'énergie, pour quand la station est en attente, en sommeil, et de rallumer quand c'est nécessaire. Après, le fonctionnement de la carte, je vais vous parler. La configuration type, c'est le type de configuration qu'on trouve le plus sur le terrain, qu'on a utilisé. Donc, on a déployé à peu près une quarantaine de stations sur le terrain. Après, on a fait des tests d'autonomie dans différentes configurations. Donc, je vais vous parler de ça aussi. Et après, on va aborder les capteurs. Donc, essentiellement des capteurs low cost. Mais aussi, on a eu des capteurs professionnels qu'on a mis sur nos Arduino. Et après, il y a un petit chapitre que je ne suis pas expert sur la transmission des données. Et ensuite, on terminera par l'évolution future envisagée de la carte PCB. Donc, l'objectif du projet CHIPO, c'était le cahier des charges. Donc, l'Agence de l'eau nous demandait d'avoir un système qui soit autonome, comme je vous ai dit, avec un panneau solaire, qui soit bas coût, parce que le système qu'ils nous demandaient de développer, faut qu'il puisse être utilisé par les syndics de rivière. Les syndics de rivière ne sont pas très riches et dans le milieu de l'environnement non plus, on n'est pas très riche. Donc tout ce qui est station météorologique avait un certain coût. Donc c'est de proposer une solution low cost. Ensuite, aussi il fallait qu'elles soient connectées, nos stations. Donc en utilisant le protocole LoRaWAN, Sigfox, maintenant on a regardé au niveau de NB-IoT, Narrowband. Voilà. Ensuite, dans ce même projet, il y avait un volet analyse des données. Donc un site internet a été développé sur lequel tous les capteurs branchés sont affichés, les courbes, et on peut faire ces analyses des données. Là, c'était la partie plutôt informaticien. Donc je ne suis pas très expert de ce domaine-là. Je me suis occupé essentiellement d'électronique. Le but de tout ça, c'était pour avoir une métrologie adaptée. Donc temporelle, ça veut dire qu'en fonction des événements du cours d'eau qu'on suit, parce que j'ai oublié de vous préciser que je travaille beaucoup, essentiellement moi, sur les cours d'eau, ou sur un autre environnement. Il se peut qu'un cours d'eau qui n'a pas beaucoup de réaction, de faire une mesure toutes les 20 minutes, ça ne posera pas de problème, si jamais il n'y a pas vraiment de phénomène brutal, brusque qui arrive. Par contre, un cours d'eau qui est habitué à des crues assez violentes, il faudra un temps de réaction plus rapide. Donc, on aura un temps de mesure plus important. Et aussi, le but, c'était d'avoir une occupation spatiale. Lorsqu'on étudie les rivières, on a des stations qui sont... C'est bien de disposer des stations le long de la rivière pour savoir à chaque point, lorsqu'il y a une crue, comment ça se produit à tel endroit et à telle distance, les différentes mesures, donc de pouvoir faire des mesures de tout le phénomène sur la longueur. Sachant que si jamais on n'avait pas ce dispositif low cost,
vu le prix des stations d'acquisition sur le marché, sont trop importantes et on ne pourrait pas équiper nos rivières de telle manière. Et ensuite, pourquoi pas d'avoir des alertes pertinentes. Certains acteurs de rivières aiment bien avoir des alertes si jamais il y a un niveau d'eau qui est important. Donc le fait qu'elles soient connectées, ces alertes devraient leur arriver avant que la catastrophe arrive. Voilà. Donc, on a fait un choix de carte Arduino, parce qu'au début, on se posait la question quel type de microcontrôleur on allait mettre à disposition. Donc, on a regardé un peu tout le palmarès. Comme a été dit précédemment, Arduino est le meilleur compromis, parce que c'est un outil pour des personnes non électroniciens qui peut être pris si on s'y met assez facilement, mais il faut s'y mettre. Et aussi, c'est un microcontrôleur et on a la possibilité de consommer moins par rapport à une Raspberry Pi, par exemple, et, en termes de consommation. Donc, on a pris la famille. Comme notre système doit être connecté, on a fait le choix des cartes Arduino MKR. Donc là, je vais vous passer en revue toute la famille des MKR connectées. Donc on va commencer, donc toutes ces cartes ont été testées dans le cadre du projet. Moi j'en ai testé la 1200, la 1300, 1310 et la 1500. Et les collègues ont fait les autres cartes. Donc en ce qui concerne la MKR 0, donc c'est une carte qui ne transmet pas de données. Elle est utilisée dans le cas où on doit poser une station qui n'a pas de réseau, qu'on n'a pas le choix. J'ai été confronté à ce problème dans les Hautes-Alpes. Où il n'y avait pas de LoRa, de réseau LoRa, ni de Sigfox. Donc, on enregistre en local et on va récupérer nos données à l'ancienne, quoi qu'il n'y ait pas les objets connectés. Ensuite, on a regardé la MKR 1010 ou 1000. Donc, elle est connectée, oui. C'est du Wi-Fi, mais nous, pour l'environnement, le Wi-Fi est trop consommateur. Donc, on pouvait voir dans le graphe qui se trouve où il y a le rectangle qui entoure en rouge, c'est la bande qui nous intéresse. Et le Wi-Fi se trouve carrément en haut à gauche, c'est-à-dire qu'en termes d'énergie, ça consomme beaucoup. En termes de portée, c'est pas terrible. Donc ça ne nous intéresse pas. Ensuite, j'ai étudié la MKR 1200. Donc la MKR 1200, elle utilise le réseau Sigfox, l'opérateur Sigfox, que j'ai mis le logo là, sur la droite. C'est la 1200, donc elle a beaucoup de qualité, dans le sens qu'elle est très faible consommation, et elle est donnée à peu près en portée, pour transmettre des données, 10 km. Mais l'opérateur dit 30 à 50 km. Ça, je ne sais pas si c'est véridique. Bon, nous, on a dit 10 km. Et mais l'inconvénient de cette carte MKR 1200, c'est qu'elle n'est plus fabriquée, parce que Sigfox, qui est une start-up toulousaine, a eu des difficultés, a été rachetée, et apparemment, ils ont une autre stratégie commerciale, donc la MKR 1200 n'est plus commercialisée. Donc, nous, on avait des cartes, on a le droit de les utiliser, mais on ne peut plus s'en fournir, on ne peut plus enregistrer de nouvelles cartes sur ce réseau. Ensuite, on arrive au protocole LoRa, la MKR 1300, 1310, que j'ai testé, toujours compatible objet communicant. Donc c'est un protocole LoRa. On est dans la bulle rouge pour le fait qu'elle consomme très peu et elle a une bonne portée. Donc en tant qu'opérateur sur le LoRa, c'est pas vraiment un opérateur, c'est une sorte d'association collaborative, The Seed Network. Donc toutes les personnes qui ont des gateways. Les gateways, c'est une interface entre le protocole LoRa et pour envoyer les données sur Internet au serveur TTN, The Seed Network. Donc, si vous vous trouvez dans une zone où il y a des gens qui ont des gateways, vous pouvez connecter vos capteurs directement sur leur gateway sans rien payer. Donc, c'est collaboratif. Mais l'inconvénient, c'est si la personne coupe sa gateway, on n'a plus de réseau. Autrement, notre alternative, nous, comme on travaille beaucoup en campagne, il n'y a pas de gateway même, on utilise l'opérateur Live Object d'Orange, qui utilise le protocole LoRa. Et donc, on se retrouve à payer 1 € par objet par mois, donc 12 € par an.
et sachant qu'on a un engagement de 3 ans vis-à-vis de LiveObject. Ensuite, la MKR1400, on ne l'a pas testé parce que c'est du GSM, c'est trop consommateur, ce n'était pas adapté aux objets communicants. Et arrivé la MKR1500, qui est la dernière, là, donc elle est récente. Je suis en train de la tester. J'utilise l'opérateur ANCE11, c'est un opérateur allemand qui propose une formule prépayée, c'est-à-dire que prépayée pour 10 ans, on a 500 MO de données. Donc, sachant que les stations que je mets au bord de la rivière, avec un enregistrement toutes les 10 minutes, en données, je me consomme par mois 4 mégas à 5 mégaoctets. Donc 500 MO, j'ai 10 mois, j'ai 500 mois de données assurées, en ayant 10 € pour 10 ans. Donc le tout, c'est pas de se faire voler la carte SIM, c'est tout. Autrement, voilà. Donc nous avons retenu donc la carte MKR 1200, 1300, 1310 et 1500 pour nos objets connectés. Donc pour pouvoir utiliser ces cartes en milieu naturel et pour des personnes qui sont non électroniciens, de faire des soudures, c'est pas trop leur truc. Donc on a développé un PCB. Donc ce qu'on peut voir sur les... il y a un laser. Ouais. Donc là, on peut voir les borniers qui sont ici. C'est pour plugger directement notre carte MKR. Et les borniers qui sont au-dessus correspondent... Chaque borne de bornier correspond à un pin de la MKR. Donc, pour toute personne qui utilise notre système, il aura juste à connecter ses capteurs directement sur le PCB et il aura accès à la broche de la MKR. Mais en plus, a été développé un système, a été disposé un RTC, ce qu'on appelle un RTC, c'est un Real-Time Clock, donc c'est l'horloge du système. L'horloge le temps est enregistré dessus. Et ce Real-Time Clock, déjà, est intéressant pour l'enregistrement des données, parce que lorsqu'on fait une acquisition de données, on aimerait bien savoir à quelle heure ça a été fait, donc ça repose sur lui. Et en plus, la fonction qu'il a dans ce dispositif, c'est que quand tout est endormi, c'est lui qui fait le réveil. C'est-à-dire que quand tout est endormi, ça veut dire que l'alimentation électrique est complètement coupée. La MKR n'est plus alimentée. S'il n'y a pas une impulsion, rien ne se passe. Donc, qui fait le réveil, c'est le RTC. Donc, ce qu'on peut voir sur le schéma électronique, je vais avancer là-bas, on retrouve notre RTC qui est ici. On retrouve notre dispositif électronique qui est ici, qui est fait de deux transistors, de transistors MOSFET à un canal L et à un canal P. On peut voir que le RTC communique avec le transistor qui est ici. Donc il y a une liaison électrique qui se fait. Donc c'est lorsque le RTC réveille le dispositif, réveille l'interrupteur électronique. Et aussi, dans notre dispositif, sur la plaque blanche, on a la pin 7 de la MKR qui est dédiée au fonctionnement de la plaque blanche. C'est-à-dire que si on utilise notre dispositif, le Digital 7 est vraiment réservé au fonctionnement de la plaque blanche. Il y a un deuxième pin qui est réservé à la plaque blanche, c'est le A0. Le A0, donc on peut voir en haut, qui se trouve ici, c'est pour mesurer la batterie de notre système, parce qu'on surveille la batterie, évidemment, lorsque notre système fonctionne. Si, dans l'éventualité, il y a un problème avec le panneau solaire, si la batterie se décharge, au moins on est averti. On est averti à l'avance, ça nous laisse le temps d'intervenir pour aller réparer le système ou pour changer le panneau solaire. Donc on parlera après de différents développements sur les tests d'autonomie qui a été fait justement pour voir comment ça fonctionne. Donc ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'actuellement ce PCB, donc toutes les informations qui sont données ici sont en cours de publication sur AdWords-X. Donc prochainement, ça va être publié complètement, parce que c'est open source, donc on respecte le cahier des charges. Voilà. Donc là, je vais faire un petit zoom sur le fonctionnement de l'interrupteur électronique. Donc l'interrupteur électronique, donc j'ai repris le schéma électronique pur, qui n'est pas compréhensible par tout le monde, je suppose, et j'ai mis un schéma simplifié à côté. Donc pour résumer la chose, c'est que on a
3 switches qui commandent la plaque blanche. Il y a le switch 1 qui se trouve ici et qu'on retrouve ici. C'est le switch opérateur. C'est-à-dire que moi, je suis sur le terrain, je veux allumer ma MKR, il faut que j'appuie sur le bouton pour mettre en route l'acquisition. Ensuite, il y a un autre switch qui est le switch 2, qui se trouve là, qui est relié à la MKR, au pin 7 de la MKR et qui va sur le Q1 du transistor qui est ici. Donc par l'intermédiaire, donc c'est le deuxième switch. Et après, il y a un troisième switch qui est représenté, donc qui est ici. Le troisième switch, c'est le RTC. Donc physiquement, ça veut dire que ces circuits, d'un point de vue électrique, ils sont vus comme des interrupteurs. Donc s'il y a un seul interrupteur qui passe en 1, ça veut dire que le Q2 qui se trouve ici, qui est l'interrupteur principal pour alimenter la MKR, se ferme, donc alimente la MKR. Donc là, on se retrouve dans une configuration d'une table de vérité ou inclusive. Donc ça veut dire que lorsque j'ai 0, 0, 0, 0, 0, ça veut dire que les interrupteurs sont ouverts. Q2, switch off, est ouvert aussi. Si j'ai un seul 1 dans la combinaison, Q2 se ferme. Donc pour bien comprendre le fonctionnement, pour le démarrage, pour la suite, ça va être important. Voilà. Donc, sur le fonctionnement, je reviens. Donc, je viens d'installer ma station sur le terrain. Donc la station, lorsqu'elle vient d'être installée, elle est en mode manuel, c'est-à-dire qu'elle ne va jamais démarrer de elle-même. Il va falloir qu'une action soit entreprise pour la démarrer. Donc j'appuie sur le bouton switch 1 qui se trouve ici. Je reste appuyé 5 secondes. C'est une nécessité pour Arduino, c'est parce que lorsqu'on met en route une Arduino, le microcontrôleur ne se met pas tout de suite en route. Il y a un bootloader qui se met en route avant de lancer le microcontrôleur. Si on relâche immédiatement, la station va tout de suite s'éteindre, elle ne va pas lancer le programme. Donc, par mesure de sécurité, on reste 5 secondes appuyé. Lorsque la LED qui se trouve ici, la LED 1 s'éclaire, ça veut dire que la MKR a pris le relais, elle nous dit « lâche le bouton ». Donc on peut lâcher le bouton, et ensuite le programme s'exécute. Donc on est dans cette phase-là, LED 1 sur de PCB Lite, donc il est allumé. Le microcontrôleur se met en route et l'Arduino exécute son programme. Donc, il y a les différentes bibliothèques. C'est ce qu'on retrouve traditionnellement sur un code Arduino. Il y a les bibliothèques qui sont lues, les déclarations de variables, les configurations de pins. Donc, c'est tout le setup qui est lu, parce qu'on repart à 0. On règle l'horloge si nécessaire. Quand ce n'est pas nécessaire, elle ne règle pas. Il y a toujours sur le dispositif, comme vous pouvez voir, une carte SD qui est embarquée. Parce que là, si par malheur on perd la liaison radio, il ne faut pas qu'on perde les données. Donc, l'acquisition se fait sur la carte SD, mais il y a une étape, lorsqu'on met notre station en route, si la carte SD n'est pas là, elle n'est pas détectée, il nous met un flash en nous disant la carte SD n'est pas là. Parce que quand même la carte SD est très importante. Donc on est prévenu comme quoi que la carte SD n'est pas présente. Bon, on reviendra dessus tout à l'heure. Ensuite, on continue notre programme. On exécute le programme. C'est en fonction d'interroger les capteurs qu'on a mis. Ensuite, on enregistre les données sur la carte SD. On envoie les données en LoRa ou autre, ou Sigfox ou NB ou en fonction du protocole qu'on a adopté. La carte Arduino rentre en contact avec le RTC pour lui dire dans X minutes, tu nous réveilles de nouveau. Et lorsque il a passé cette étape-là, le système s'éteint complètement. C'est-à-dire que l'interrupteur que je vous ai montré précédemment s'éteint et l'Arduino est à l'arrêt complet. Donc il n'y a plus de consommation. La consommation dans ce cas de figure mesuré, c'est à peu près 28 microampères de consommation qu'il y avait. Ensuite, le temps passé, on se retrouve dans l'étape au-dessus. Donc, si j'ai configuré pour 10 minutes, dans 10 minutes, ça se remet en route. Le switch du RTC va communiquer, donc le switch principal va commuter, donc il va envoyer les 5 volts. Et après, l'Arduino va reprendre la main en disant au RTC de relâcher, et il va relancer son cycle. Et donc, de façon infinie. L'avantage aussi, c'est que s'il y a un phénomène, un événement,
Sur le corps d'Arduino, on peut mettre des conditions en disant que si, exemple, la hauteur d'eau est plus importante, tu vas faire une acquisition de 5 minutes au lieu de 10 minutes, on peut le changer. Donc, on peut ajuster notre temps d'acquisition avec les différents événements. Donc, ça, c'est lié au programme. On se retrouve dans la configuration si je lance et que la carte SD n'est pas présente. Donc, ça se présente, ça blink en fonction du programme. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse clignoter pendant 1 minute, parce qu'il y a l'éventualité que si jamais la carte SD a un défaut, qu'elle n'est plus détectée, il ne faut pas que ça bloque complètement la station. Donc pendant 1 minute, ça blink, et après, ça laisse le programme s'exécuter et d'envoyer les données. Mais on se rend compte qu'il y a un retard sur les transmissions de données, donc on se pose des questions sur la carte SD. Donc on peut s'en rendre compte. Et si, pendant ces 1 minute, que ça blink, si je coupe l'alimentation électrique, ça remet la station en mode manuel, c'est-à-dire qu'elle ne repassera jamais en automatique. Si je remets l'alimentation électrique, il va falloir que je recommence la première opération et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est pour la repasser en mode manuel, et quand on a lancé cette opération, on est passé en mode automatique. Et quand on est en mode automatique, normalement, elle ne doit pas sortir d'elle-même, c'est nous qui on doit faire une action pour la sortir du mode automatique. Donc la configuration type depuis qu'on a développé ce système d'enregistrement, on a déployé une quarantaine de stations au bord des rivières ou pour différentes raisons, pour surveiller des arbres, pour le biopotentiel des arbres, donc tout ce qui a un rapport avec l'environnement. Il y a une quarantaine de stations qui sont en fonctionnement actuellement, et elles sont configurées de cette manière-là. Donc, on utilise un panneau solaire qui soit le plus discret possible, qu'on met dans l'arbre en général, parce que nous sommes sujets à du vandalisme au bord des rivières, donc on essaie de planquer un peu nos matériels. On a une carte LiPo Rider, donc qui est le battery manager. Son rôle, c'est de fournir 5 volts en permanence, 5 volts permanents, et de recharger la queue LiPo qui se trouve ici. Ensuite, nous avons rajouté derrière un module ADS 1115 qui est un convertisseur analogique numérique sur 16 bits, parce que la carte MKR Pro, le maximum, c'est 12 bits. Et le fait de convertir sur 16 bits, on a une meilleure finesse de mesure. Donc on a une mesure plus précise, surtout si on mesure des capteurs. Pour des capteurs analogiques qui envoient une tension, c'est bien d'avoir une précision de mesure analogique. Donc on l'utilise, mais ce n'est pas une obligation, c'est optionnel. C'est pour ça qu'elle se détache, et on peut la rattacher à volonté si jamais on veut l'utiliser. On n'est pas obligé de la mettre systématiquement. Et ensuite, on retrouve bien notre antenne pour transmettre en LoRa, en Sigfox ou en NB. Et donc, il y a aussi une pile bouton qui sert à sauvegarder le redatage du RTC. Parce que lorsque je débranche la batterie, que je coupe le courant, je ne veux pas que l'heure se dérègle à chaque fois. Parce qu'autrement, à chaque fois que je l'installe, il faudrait que je me plug avec mon ordinateur, que je règle de nouveau l'heure. Donc, ça sert juste pour la sauvegarde de l'horodatage du RTC. Donc voilà, sur le terrain, on utilise de l'encapsulage gris, c'est des tuyaux PVC de plombier et de gros diamètre. Et on essaye de camoufler un peu ça pour éviter le vandalisme, sachant qu'on a déjà été sujet à des vandalismes, donc on essaye de faire au mieux. Et actuellement, on est en train de changer d'encapsulage, c'est qu'il y a des biologistes à Lyon qui nous ont donné des vieilles boîtes qu'ils utilisaient étanches, qu'ils allaient jeter, et on les récupère, et on est en train de récupérer ces boîtes-là pour mettre nos systèmes électroniques et les déployer. En termes d'autonomie, donc on a fait différents tests parce que le cahier des charges nous imposait d'avoir une bonne autonomie, des systèmes complètement autonomes. Donc on a commencé à faire des tests. Dans un premier temps, on voit les premières courbes. Donc c'est le only delays. Donc on a fait le programme basique Arduino. Lorsqu'on apprend à utiliser un délai, j'exécute un programme, je mets un délai de 10 minutes. Et après, ainsi de suite. Donc là, on se retrouve à 2,8 jours d'autonomie. 270 mesures. La configuration des mesures, donc c'était un capteur ultrason qui mesurait 30 mesures sur une période de 30 secondes et qui calculait une valeur médiane.
Et la mesure était faite toutes les 15 minutes. C'était ça. Et tous les tests ont été faits dans cette configuration-là. Donc, pour le délai, on est à 2,8 jours, 270 mesures. Mais là, la carte blanche n'intervient pas. L'interrupteur électronique est toujours en position fermée. On n'essaye pas d'utiliser le système de la carte blanche d'économie d'énergie. Ensuite, on a utilisé la bibliothèque Arduino Low Power. Donc, il y a un mode sleep sur l'Arduino Low Power. Et on se retrouve dans la configuration B, donc le Slim Mode. Et là, on est passé à 4 jours. Donc, toujours pareil, c'est qu'on lance notre programme. Arduino Low Power, on lui dit « tu nous réveilles dans 15 minutes ». Les 15 minutes après, il nous réveille. Et il fait une acquisition, et ainsi de suite. Donc, on a tenu 4 jours. Ensuite, on est passé sur le Deep Sleep. C'est toujours dans l'Arduino Low Power. Il y a cette possibilité, donc un sommeil profond. Le sommeil profond, c'est apparemment, ce que j'ai compris, c'est que ça intervient dans l'Arduino et ça coupe des éléments de la carte MKR qui sont pas utiles. Donc, il ne met pas seulement le microcontrôleur en sommeil, mais il met des différents périphériques en sommeil. Donc, ça nous fait gagner un demi-jour. Ensuite, on est passé à la courbe D qui se trouve ici. Donc, il y a la photo du câblage. Là, on s'est mis sur, au lieu de passer par le VIN, parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que dans ces cas-là, on alimente notre Arduino avec la carte LiPo, toujours à 5 volts, et on alimente le VIN. Le VIN, il lui faut 5 volts. Là, sur la famille MKR, Arduino a mis à disposition un port JST, où on peut brancher directement notre batterie dessus. Et l'avantage de ce port JST, la carte est câblée de manière que les périphériques inutiles, du style le port USB, tout ça, ne soient pas câblés. Donc la consommation, ça se réduit. Donc l'idée, c'était de brancher directement notre batterie par l'intermédiaire de cette adaptation. Et en passant directement sur la carte Arduino. Et là, on s'est retrouvé à 21 jours à 35 jours, d'autonomie. C'est la courbe, je ne me suis pas embrouillé. Non, c'est la D. On est passé à 21 jours d'autonomie avec le D-Sleep. Je suis un peu embrouillé, violet. Non, c'est le D. Ouais, le D. 21 jours, ouais. Donc, on passe par le GST Sport, on est à 21 jours. Ensuite, on est passé avec un dispositif qu'on a appelé niveau d'eau, et qui fait des mesures à ultrasons. Donc, c'est une carte qui est équivalente à la carte blanche, le fonctionnement est le même, mais là, il est vraiment dédié à l'ultrason, une hauteur d'eau sur ultrason. Donc, en utilisant le délai, en utilisant une carte LiPo-Reader. Donc ça veut dire que là, c'est la configuration à laquelle j'utilise le VIN, le LiPo-Reader, et le dispositif de la carte blanche, je suis là à 35 jours et demi. 35,2 jours. Donc à 3386 mesures. Ensuite, on a essayé de modifier la carte LiPo-Reader, sachant que la carte LiPo-Reader fournit 5 volts en permanence. Et le but, c'était de se plugger sur le port JST de la MKR, mais si j'envoyais 5 volts dans le port JST de la MKR n'allait pas apprécier. Donc le fait de mettre une résistance comme ça, j'ai fait baisser la tension de sortie de la LiPo-Reader. On était à une tension de 3,8 4 volts, donc ce qui lui convenait, et on lui branchait une batterie. Donc dans ce cas de figure, on s'est retrouvé avec ce qu'on appelle la carte modifiée LiPo-Reader, et donc c'est la courbe verte. La courbe verte, on est en E. Non, c'est pas la E. C'est la E. Donc on est à 35 jours. Non, je me plante là. Modifié, ouais, c'est la rouge.
on est à 49 jours. On est en 49 jours, donc on gagne beaucoup le fait d'utiliser le port JST. Et maintenant, c'est en test. Actuellement, on est en test, c'est la courbe noire. Là, on est sur... on était dernièrement, la semaine dernière, on était on était à peu près à un peu moins de 43 jours. Et comme vu l'allure de la courbe, on va battre le record. Donc là, c'est encore en test. Et donc, dans cette configuration, c'est qu'on se retrouve ici, la configuration G. On passe directement avec notre batterie branchée sur la carte blanche et on alimente le port JST. Et donc, on utilise notre interrupteur et le port JST. Donc, on utilise les deux techniques et là, on est en train de battre le record jusqu'à présent. Donc, on était à 49 jours, on ne sait pas combien on va finir. Et là, c'est toujours en cours de test. Donc, ensuite, je vais vous parler des différents capteurs qu'on a utilisés, qui ont été utilisés avec cette station. Donc, je vous ai parlé du mesure du biopotentiel. Donc, on voit ici, il y a deux électrodes, deux vis en inox qui sont plantées dans l'arbre. Donc, ça va sur le phloème et le xylème. Et aussi, là, ce qui n'est pas représenté, c'est qu'il y a une sonde de référence au sol. C'est pour mesurer l'activité biopotentielle des arbres. Donc, on pense que c'est lié au stress des arbres. Et le but, nous, on s'est penché dessus, c'est parce que je travaille avec des géographes. Les géographes veulent avoir des capteurs. Et l'idée, c'était d'étudier les arbres qui se trouvent au bord des rivières lorsqu'il y a une crue, pour voir s'ils émettent un stress. Et donc, ça pourrait être un bon instrument, un bon capteur pour s'il y a des réactions, ça peut être un bon élément pour avoir des capteurs au bord des rivières sur le degré de la force de la crue, le degré de la crue. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte dans les Hautes-Alpes, c'est que les arbres qui se trouvent vers les rivières ne sont insensibles aux crues. Elles se sont habituées visiblement aux crues, donc ça ne nous apporte pas grand-chose. Mais si on s'éloigne, on peut avoir des choses. Si la crue est très importante, on peut avoir les arbres qui sont éloignés, on peut sentir des choses. Donc, ensuite, on a pris un capteur low cost pour la turbidité. Donc, c'est un capteur qui est utilisé pour les lave-vaisselle, qui a été détourné de sa fonction. Donc, dans les lave-vaisselle, c'est un circuit fermé. L'eau, quand elle est très sale, en vidange, on change l'eau. Et donc, nous, on a détourné pour nos stations, mais il est très sensible à la lumière du soleil. Donc, lorsqu'on se trouvait dans une situation d'ensoleillement, eh ben, ça partait en saturation. Donc, on a travaillé, il y a une personne en thèse qui a travaillé dessus pour développer des capteurs. Donc, on a changé les photodiodes. Et donc, ça a l'air de donner pour l'instant des résultats pour que ça reste insensible à l'environnement solaire. On a utilisé aussi les capteurs de pression, c'est les capteurs piézo pour avoir le niveau d'eau. Donc, on met ça dans le fond de la rivière ou le fond d'une cuve pour mesurer la hauteur d'eau. Et on a aussi utilisé des sondes professionnelles. Donc, ça, c'est un capteur qui fonctionne en 420, donc on récupère une tension. Et dans ce cas-là, j'utilise le module 16 bits pour faire les mesures, pour avoir le convertisseur analogique numérique 16 bits, pour avoir une conversion précise. Aussi, donc là, les différents tests pour l'autonomie, c'était ce capteur d'ultrasons qui a été utilisé. Ce capteur d'ultrasons, c'est les capteurs qu'on trouve sur les pare-chocs de voitures, donc qui sont low cost, qui doivent coûter une quinzaine d'euros, qui sert aussi à mesurer une hauteur d'eau. J'utilise aussi cette onde de température étanche, c'est pour mesurer la température du Rhône. On travaille avec les pompiers de Lyon sur un projet de noyade. Donc, les pompiers veulent avoir la température de l'eau en permanence du Rhône, parce que quand il y a des noyades, des fois, il y a des gens qui décèdent, et c'est pour estimer à quel moment, éventuellement, le corps remonterait. Donc, c'est... Donc, après, il y a la température-humidité DHT22, donc ça, c'est pour mesurer la température ambiante. Et pour terminer, là, je vous parlais un peu du géophone. C'est un dispositif. Donc, les géophones sont utilisés pour, lorsqu'il y a des crues, c'est que les rivières qu'on étudie, il y a des galets. C'est des rivières alpines ou c'est des rivières de montagne, donc il y a des galets qui se déplacent. Et lorsqu'il y a des crues, ces galets s'entrechoquent et créent une activité sismique. Et un géophone, c'est une sorte de sismomètre. C'est un sismomètre. Donc, il marche sur le principe du sismomètre. C'est un balancier qui bouge, un aimant qui bouge dans un noyau dans une bobine de fil. Donc, il induit un courant.
Et lorsqu'on fait des études de géophone, ça va tout au contraire de ce qu'on utilise nous, c'est-à-dire qu'une station qui fait une acquisition toutes les X minutes qui s'éteint, donc l'acquisition n'est pas permanente. Donc il a fallu développer une carte de traitement de signal pour analyser du traitement de géophone. Sachant que lorsqu'on faisait des acquisitions permanentes des géophones, on enregistrait la donnée brute et après, les gens qui traitaient la donnée, sur un intervalle de 10 minutes, tiraient la moyenne de l'activité. Donc la carte qui a été développée, c'est une carte qui fait ce travail-là, c'est-à-dire que pendant 10 minutes, elle écoute et après, elle donne l'activité moyenne du géophone. Donc après, toutes les 10 minutes, la carte blanche se réveille, lui demande l'activité moyenne et elle l'enregistre, elle l'envoie. Donc on a les données géophones qui apparaissent pratiquement en direct. Et pour finir, non pas pour finir, c'est l'avant-dernière, je vais vous parler un peu de la transmission de données. Donc je ne suis pas le spécialiste de la transmission de données, mais je peux vous donner un aperçu de ce qu'on utilise. Donc lorsqu'on travaille en LoRa et en Sigfox, on se retrouve dans cette configuration, c'est-à-dire que en LoRa, soit c'est Orange l'opérateur, ou TTN si on se trouve près d'une gateway TTN, ou si on est Sigfox, récupère la donnée par l'intermédiaire de leur gateway, l'envoie à leur serveur, et de leur serveur, on peut transmettre les données en MQTT, en protocole MQTT, sur une Raspberry Pi qu'on a dans notre labo, et en utilisant l'application Node-RED. Node-RED, c'est ce genre de choses. Donc c'est de la programmation graphique, donc c'est un peu comme du LabVIEW pour les gens qui connaissent. Je ne suis pas un expert, moi je fais du copier-coller, mais ça va très bien quand on a le programme, globalement ça marche très bien. Ensuite, cette Raspberry Pi qu'on a donc avec le Node-RED transmet à un serveur qu'on a créé et qui a une adresse physique qui est ici, qui est OpenDataO, et qui peut être consultable en ligne. Donc sur ce lien-là, on a tous nos capteurs disposés et on a les données qui sont en temps réel qui apparaissent sur Internet, quoi. Donc on peut suivre notre capteur, je peux suivre mes capteurs géophones ou les capteurs de température d'eau, tout ce qui est déployé. Voilà. Autrement, il y a aussi un autre cas de figure, oui, si je l'ai oublié, c'est pour la NKR 1500, ça diffère un peu. L'opérateur, qui est un opérateur GSM, ne met pas à disposition lui, il met juste à disposition une connexion Internet. Donc il faut qu'on passe par un broker. Un broker, c'est un intermédiaire. Et actuellement, un intermédiaire, c'est-à-dire qu'il a une adresse physique, j'envoie ma donnée sur son serveur, et après, moi, ma Raspberry Pi, avec Node-RED, écoute ce broker. Et quand j'ai une donnée pour moi, il lui dit j'ai une donnée, lui il la récupère et après il la fait transiter, la Raspberry Pi. Donc la Raspberry Pi, il faut qu'elle reste connectée tout le temps sur ce broker, à écouter ce broker. Donc c'est juste un intermédiaire. Mais actuellement sur le net, c'est des brokers publics. Le broker public, c'est le problème, c'est que tout le monde a accès à la donnée. Certains peuvent s'amuser à envoyer des données erronées ou faire des mauvais coups. Et c'est public gratuit, mais ils vendent toujours des petites options. Donc, dans le temps, s'ils voient qu'on s'incruste, qu'on ne fait rien du tout, je pense qu'un jour ou l'autre, ils vont essayer de nous dégrader le service ou de nous éjecter. Donc, actuellement, je travaille avec le réseau des informaticiens à Lyon et IoT pour développer un broker privé qui sera typiquement géré par les serveurs du CNRS. Donc, voilà. Et pour les évolutions futures, donc, vu ce qu'on a, avec toute la présentation que j'ai faite, donc ce qu'on compte faire, c'est d'ajouter sur le PCB LogHub. J'ai oublié de vous dire que la carte, on lui avait donné un petit nom. La carte blanche PCB, c'est le LogHub. Donc, sur le PCB LogHub, d'un circuit de charge batterie par panneau solaire. C'est-à-dire que ça nous permettrait de supprimer le LiPo Rider, de brancher directement notre panneau solaire. La carte blanche sera chargée de charger la batterie, aura la charge de charger la batterie. Mais ça, c'est que dans le cas de figure qu'on n'a pas besoin de symbole permanent. Exemple, pour le géophone, moi, il me faut un symbole permanent, il faudrait que je reste avec la LiPo Rider. Dans les cas de figure, si on veut mesurer une température, une hauteur d'eau, ça sera faisable.
Ajout sur le PCB lock-up d'un bornier qui permettra un déclenchement d'acquisition d'un capteur externe. Donc, on a vu, quand je vous ai montré le fonctionnement de l'interrupteur, qu'il y avait 3 possibilités. On va rajouter une 4e possibilité, c'est de créer un capteur externe. Si éventuellement il y a une montée brusque d'eau qui atteint un capteur, il préviendra la carte blanche. La carte blanche démarrera immédiatement pour pas rater l'événement. Donc, ça sera un peu ça. Ça sera donc un ajout de déclenchement. Ensuite, l'utilisation de la carte MKR 1500NB, donc comme je vous avais parlé, donc avec l'opérateur allemand. Là, je suis en train de travailler dessus. Elle commence à être fonctionnelle. On en a déployé une sur le terrain. Malchance, elle était au sud de Lyon, mais l'arbre est tombé dans le Rhône, donc on a perdu la station. Donc bon, ça n'a pas marché. C'est de la malchance. C'est le seul arbre qui est tombé en plus. Donc, après, développement d'un broker privé grâce au réseau des métiers, donc ce que je vous ai dit auparavant. Donc voilà. Si vous avez des questions.